La demi-heure radioactive, animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois, en direct, à 14 h sur Radio Galère, et a pour but de vous donner les autres informations sur l'industrie nucléaire, celles que l'on ne vous donne pas dans les médias dits traditionnels. Considérant que nous sommes tous des cobayes de cette industrie et que nous sommes tous les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est de notre devoir de nous informer, de nous indigner et d'agir. Aujourd'hui, pour commencer, trouvez sur le blog fukushimaoverblog.fr, je cite: à Minamisoma, à 25 km de la centrale de Fukushima, il y a des familles qui continuent à vivre. Le gouvernement les a laissées revenir dans leur village, où les maisons ont souvent été détruites par le séisme. N'ayant pas assez de revenus pour déménager ailleurs, elles occupent des logements provisoires. Ceci malgré des radiations dépassant le microsievert par heure dans l'air et le million de becquerels au mètre carré dans la terre. À Tchernobyl, il n'y aurait plus personne. Le gouvernement ne les aidera pas à déménager, ni cette année, ni l'année prochaine, ni jamais. Le thème de notre émission aujourd'hui: est-il possible de vivre en territoire occupé ? En tout cas, comment les autorités, l'État, certains scientifiques, les industriels de l'atome tentent de nous le faire croire. Dans la région de Tchernobyl, après la catastrophe, et sous couvert d'améliorer les conditions de vie des populations en territoire contaminé, différentes structures, des programmes, des projets ont vu le jour, aux noms plus ou moins évocateurs. Ethos, comme éthique, corps, sage, etc. En réalité, dans un article de la CRIRAD intitulé « Quand le lobby nucléaire s'en prend à ses victimes », il nous est expliqué: ces entités écrans permettent au lobby d'intervenir de façon masquée dans le champ de la radioprotection. Je fais une petite pause, j'ai un écho. Joachim en régie, merci. Je m'entends. Alors, le premier programme, Ethos, de éthique, s'est déroulé de 1996 à 1998 dans un village à 200 km de Tchernobyl, suivi d'un autre projet plus ambitieux sur un district qui comptait 90 000 habitants. Le projet s'achève en 2001 avec l'organisation d'un colloque international qui conclut à la nécessité de nouveaux projets visant à favoriser le développement économique durable, je cite, et la réhabilitation radiologique de territoires contaminés. Le projet CORE, un programme international sur 4 districts. Pour parler de ce sujet avec nous aujourd'hui, Mathias Goldstein du comité Stop Nos gens. Tu es là, Mathias ? Oui, je suis là aussi. Oui. Tu es là, alors je t'entends pas du tout. Moi, ça sature beaucoup. Oui, ça sature, je crois qu'il y a des problèmes d'écho ou de... Ça va, Joachim, c'est bon là, maintenant? Est-ce que ça va mieux, Mathias? Non, c'est pareil, ça sature un peu, mais... Bon, on va... c'est Radio Galère. Donc, en fait, la première question que je voulais te poser, à ton avis, est-ce qu'il est possible d'améliorer les conditions de vie des populations en territoire contaminé? Est-ce que ça, c'est un truc faisable? Alors, bon, ce qui s'est passé, bon, tu l'as bien dit, hein, il y a eu des projets, Ethos 2, Corps, Sage, Parex, il y a la démarche Parex, il y a tout un tas de trucs. Là-dedans, il n'est pas du tout question d'améliorer la situation des populations, d'améliorer la terre sur laquelle les gens vivent et tout. Là, il ne s'agit pas de ça. Améliorer la situation des gens, les soviétiques, au moment où c'était encore l'Union soviétique, ont fait tout un tas de choses.
ils ont essayé de nettoyer la Terre. C'était ce qu'ils ont appelé la liquidation de Tchernobyl. Donc c'était au début laver les maisons qui avaient reçu les retombées, laver les routes, remettre de l'asphalte. Ça a été aussi enlever la couche superficielle de la Terre et l'enterrer, c'est-à-dire on prenait la couche fertile de la Terre, les 30 à 50 cm qui étaient au-dessus et on les enterrait dessous. Ça a été tout un tas de trucs dans ce genre-là pour essayer de limiter les radiations qu'on recevait en surface. Et donc la conclusion des soviétiques, ça a été le programme a échoué. On n'a pas pu remettre, alors eux ils ont appelé ça, on n'a pas pu remettre le gin radioactif dans sa bouteille. Le gin c'est une espèce de mauvais esprit, une espèce de petite tape comme... Voilà, donc leur conclusion à eux c'est non, on peut pas. Donc c'était clairement dit ou c'est donc en fait ils disent on peut pas régler ce problème puisque la radioactivité bah oui même des scientifiques quand même qui diraient qu'on peut régler ce problème c'est donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on peut pas améliorer entre guillemets les conditions de vie c'est là qu'ils ont eu ces idées géniales de mettre en place ces usines à gaz qu'est-ce que c'est ce projet Ethos en fait, bon, on peut imaginer que en façade, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est on va faire des études, on va mesurer la radiologie, enfin la radioactivité. Ouais, mais en fait, c'est pas ça. Hein, ça vient pas de. Il faut bien voir que tous ces projets sont des projets qui viennent de l'ONU ou qui viennent de la Commission européenne, qui viennent de l'Europe ou des organisations mondiales, mais ça vient pas des soviétiques. Les soviétiques, ils avaient comme leur projet, c'était bon, ils ont fait une zone interdite, ils sont évacués, ils ont essayé de nettoyer, et ils avaient un programme d'évacuation d'un certain nombre de villages et de territoires, parce qu'ils ont une contamination évidemment qui est pas limitée à un cercle, les jolis petits ronds qu'on a fait autour de Tchernobyl ou de Fukushima. C'était une contamination en tache de léopard, donc ils avaient un programme, il y avait un certain nombre de villages et de petites villes qui devaient être évacuées. La seule solution, c'est l'évacuation. Bon, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les soviétiques, eux, ont quelque part annoncé assez clairement la couleur. Donc l'accident a lieu le 28 avril 86, et en août 86, il y a une conférence à l'AIEA, l'Organisation internationale de l'énergie atomique, où les soviétiques, ils dressent les conclusions et les conséquences de l'accident. Il y a notamment une annexe sur les conséquences biologiques et médicales chez les gens. Et ils annoncent que, d'après eux, il y aura dans les 50 à 70 ans à venir 30 à 40 000 morts par cancer supplémentaire. Ça, c'est l'AIEA qui le dit. Ça, c'est l'AIEA qui le dit. Non, ça, c'est les soviétiques. Les soviétiques, d'accord. Un rapport à l'AIEA. D'accord. Les soviétiques qui disent ça. Mm-hmm. Évidemment, un rapport qui est présenté en secret. Hein. Les journalistes ne sont pas conviés au moment en question. Et ça provoque la fureur des Occidentaux. Les Occidentaux, entre guillemets, c'est tous les pays pro-nucléaires. Oui. C'est pas possible, ces conséquences, c'est au moins 10 fois moins, etc. Donc à partir de là, les Soviétiques vont être obligés quelque part de manger leur chapeau, c'est-à-dire de revenir sur leurs conclusions. Donc ce qui se passe d'ailleurs, celui qui présente ses conclusions avec 30 à 40 000 morts, il s'appelle Legasov, il se suicide 2 ans après. Parce que ça met à peu près 2 ans. Pendant 2 ans, les soviétiques vont revenir petit à petit sur ce qu'ils ont dit en disant en fait, il y a eu moins de radioactivité que ce qu'on pensait. En fait, nos mesures d'évacuation et les mesures de prévention, la distribution d'iode stable et tout ça, on a vraiment très bien fait notre truc. Donc du coup, il y aura beaucoup moins de morts. Et ça a été fait sous la pression des Occidentaux. D'accord. C'est les Occidentaux qui demandent ça aux Soviétiques. D'abord, de faire une autocritique, de revenir sur ce qu'ils ont dit. Et ensuite, c'est les Occidentaux qui quelque part donnent c'est de la faute des Occidentaux, c'est de la faute des pays industrialisés et nucléaires s'il y a un certain nombre d'évacuations du coup qui n'ont pas lieu. Et aussi, tous ces programmes d'études, quelque part, ça vient de nous, pays nucléarisés. C'est-à-dire qu'on va faire des études pour reprendre ce qu'ont fait les gens sur place. C'est-à-dire sur place, il y a un certain nombre de docteurs qui voient que les enfants sont malades, qui voient qu'il y a des problèmes de santé. Et l'important pour ces études, c'est d'anesthésier la contestation locale, c'est-à-dire principalement les docteurs et les populations. Dès 1988-89, il y a des manifestations à Minsk, en Biélorussie,
où des gens demandent à être évacués, ils manifestent, ils ont des banderoles avec le taux de contamination en curie par kilomètre carré dans leur district, dans leur village, qui demandent à être évacués. Et donc il y a une grande contestation. Et tous ces programmes Ethos, Ethos, Sage, Core maintenant, ont pour but de montrer que les toubibs sur place sont incompétents dans tout ce qui est du domaine du nucléaire, qu'ils voient des maladies dues au nucléaire alors qu'en fait c'est dû au stress des populations. À la fameuse radiophobie. En fait, pardon ? La fameuse radiophobie. Voilà, la fameuse radiophobie. Donc en gros, les programmes sont là pour démontrer que les toubibs sur place et les scientifiques sur place se trompent. Il n'y a que de la radiophobie et que finalement, même après une catastrophe nucléaire, en fait ça se passe pas si mal. Et en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose. Et finalement, en fait, tout va très bien. C'est vraiment une nécessité d'anesthésier la contestation localement et au niveau international, c'est-à-dire chez les populations des pays nucléarisés. D'accord. Avec quelque chose d'un peu pervers, c'est-à-dire que très vite la radiophobie ça n'a pas marché là-bas, parce que en fait Oui. même le paysan au fin fond de la Biélorussie, il voyait bien, quand les enfants ils saignent du nez, ils ont la tête qui tourne, ils n'arrivent plus à suivre en cours, ils ont des problèmes gastriques, ils ont tout un tas de trucs, même le moindre rhume, qu'on est en territoire contaminé, ça se passe pas aussi bien que si on était dans un territoire propre. Donc les gens l'ont bien vu. Ensuite, les paysans, ils ont vu que les animaux, il y avait des naissances anormales chez les vaches, chez les porcs. C'est très simple de faire la liaison, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas avant l'accident, il y en a beaucoup après, et les gens se sont demandé ça va être comment pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc même si techniquement et scientifiquement les gens ne savaient pas ce que c'était que la radioactivité, d'ailleurs ils le savaient tellement pas qu'ils avaient vraiment pas peur de la radioactivité, il n'y avait vraiment pas de radiophobie chez eux, donc ils se sont rendu compte que ça allait pas. Les docteurs ont vu la même chose, ils ont vu un nombre de maladies incroyables. Au bout de quelques années, ils ont vu les leucémies, ils ont vu les problèmes thyroïdiens, ils ont vu l'état de santé général des populations qui se dégradait. Donc, tous ces programmes CORE, PAREX, SAGE, Ethos, tout ça, c'est vraiment fait pour prouver que les gens sur place ne voient rien. Bon, on a aussi beaucoup accusé chez eux, c'est l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'on a découvert que l'alcoolisme causait tout. Marrant, c'est que ça le causait pas avant, ça l'a causé juste après. Oui. Bon voilà, donc en gros c'est vraiment un truc pour anesthésier la contestation locale et puis chez nous, pour nous habituer au prochain accident et nous expliquer qu'en fait ce sera pas si grave. En fait, tous ces projets ont été financés par qui? Tu peux nous expliquer ça? Parce que c'était quoi? C'était les États, les industriels Ça, c'est assez astucieux et c'est ce qui était dénoncé notamment donc dans le texte dont tu as parlé de la CRIRAD. C'est que à l'intérieur de ça, alors il y a différentes institutions qui se mettent. Alors il y a ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes gens dans ces institutions. On retrouve une étrange association qui s'appelle, je retrouve jamais son Mutadis, c'est ça? Le CEP. Alors le CEPN. Voilà, alors le CEPN, c'est génial, c'est une association, et dans cette association, il y a 3 membres. Il y a EDF, il y a le CEA et la COGEMA. C'est super étrange. Ah oui. C'est quelque chose qui s'occupe de l'aide. Je pense que tu dois avoir le truc sous la main. Oui, c'est exactement ça. Le CEPN, le centre. Alors, c'est le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, loi de 1901, qui a la particularité d'avoir été créée en 1976 par Électricité de France, le commissariat à l'énergie atomique. Voilà. Donc, il y a aussi l'université de Compiègne, il y a le groupe Mutadis, la gestion sociale du risque. Parce que, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on retrouve un certain nombre de gens qui sont EDF, le CEA, la COGEMA. C'est-à-dire que c'est assez génial, c'est que les frais d'études pour habituer les gens à vivre en territoire contaminé font vivre des gens du lobby nucléaire. C'est-à-dire que c'est le lobby nucléaire qui arrive, grâce à ça, à trouver des pompes à fric pour soi-disant aider les gens.
Bon, alors il faut revenir sur ce que ça veut dire aider les gens. Hein. Tous ces programmes de réhabilitation, c'est en fait pas une réhabilitation des conditions de vie, mais c'est trouver le moyen pour faire vivre les gens en territoire contaminé. Alors, ça sous-entend par exemple un certain nombre de choses. C'est vrai que quand on est en territoire contaminé, bon bah il faut éviter les zones contaminées. En Biélorussie, en Ukraine, la plupart des gens ils utilisaient la forêt comme complément alimentaire, c'est-à-dire qu'on allait chercher des baies, des champignons, on pêche, on fait tout un tas de choses. On a aussi un petit potager, on a tout un tas de trucs. Donc tous ces programmes vont expliquer aux gens comment mieux vivre en territoire contaminé, c'est-à-dire comment moins se contaminer. Par exemple, pour les enfants, eh ben, aller dans la forêt, aller jouer dans certains endroits, c'est dangereux. On peut plus balader dans la forêt, on peut plus se baigner dans les rivières. Donc c'est vrai qu'il va falloir expliquer aux enfants que rester dans la cour bétonnée qui a été nettoyée de son école parce qu'elle a pu être lavée, c'est mieux. C'est mieux que de jouer dans la terre, de remuer la terre, ça peut être dangereux parce qu'on peut ingérer des particules radioactives. Donc voilà, ils vont expliquer aux gens comment mieux vivre, ce qu'il faut plus consommer, les endroits où il faut plus aller. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer donc tout un tas de choses, ce qui sous-entend que s'ils ne font pas ça, effectivement, ils vont se mettre en danger. Donc du coup, la victime qui vivait sur un territoire contaminé devient elle-même coupable de se contaminer. C'est-à-dire responsabiliser des gens de leur future maladie, de leur futur cancer ou de leurs différentes maladies qu'ils auront de toute façon. Oui, je vois là dans la propagande sur le programme CORE, par exemple, que le programme est fondé sur 3 constats. Bon, le sol et les écosystèmes sont contaminés pour une très longue durée. Bon, ça, c'est quand même sympa de le reconnaître. Outre l'impact sanitaire, c'est l'ensemble des conditions de vie des personnes sur les territoires contaminés qui sont déstabilisées. C'est très, très sympa de le noter aussi. Et le 3e constat qui revient à ce que tu viens de dire, c'est en complément de l'action des autorités publiques, comme si les autorités publiques pouvaient avoir une action quelconque sur des territoires contaminés, mais en complément de l'action des autorités publiques, les personnes exposées peuvent contribuer à préserver leur propre santé. C'est-à-dire que on inverse encore une fois la charge, quoi. Ce sont les victimes, comme tu disais, qui sont obligées de prendre les mesures pour préserver leur santé. Voilà. C'est assez fantastique, c'est que dans ces programmes, alors moi j'ai épluché ces trucs-là, j'ai aussi, on voit qu'on parle de développement durable, hein. Oui. C'est important, c'est un bon truc le développement durable. Bon, maintenant, alors c'est vrai qu'il y a effectivement, si on se place uniquement du point de vue administratif, il y a des choses à faire. Par exemple, effectivement, quand un champ est contaminé, si les vaches sont dessus, elles vont se contaminer, ça va contaminer la viande, le lait, etc. Par exemple, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire à cet endroit-là un élevage hors sol? On peut effectivement, si on a des cochons, on fait un élevage hors sol, on leur fait venir de la nourriture propre, et on peut continuer donc du coup de produire sur un terrain complètement contaminé. La nourriture propre, par exemple pour les cochons, ce serait de la nourriture pas trop sale. Ce qu'on entend par propre, c'est dans les normes radiologiques, c'est-à-dire pas plus qu'un certain nombre de becquerels par kilo. Donc, dans leur logique à eux, ce qui est un peu une logique de fou, on peut continuer à avoir des productions agricoles sur des territoires très contaminés. Il y a aussi un truc qui a été beaucoup appliqué en Russie, c'est quand par exemple si le blé n'est pas aux normes, par exemple le blé il est à 1000 becquerels par kilo, et que la norme c'est 500, il suffit de le mélanger, on met 1 kilo de blé contaminé, 1 kilo de blé pas contaminé, on mélange tout et on retombe à 500. Bon, il y a aussi un autre truc, c'est si sur place, il faut que la population mange de la nourriture propre, la nourriture très contaminée, on va l'envoyer ailleurs, dans les républiques, beaucoup plus loin. Donc on va bien diluer la contamination. Mais diluer la contamination, au final, ça fait le même nombre de morts. Simplement, les morts vont pas être locales, ils vont être beaucoup plus loin dans des territoires. Donc les statistiques sont diluées aussi. Les statistiques, c'est surtout, il faut vouloir les voir. Est-ce qu'on veut voir? Il y a eu à l'Académie des sciences de New York un rapport fait un livre publié par des scientifiques russes qui dit il y a déjà eu dans le monde, suite à Tchernobyl, 1 million de morts entre 1986 et 2005. Bon, maintenant 1 million de morts, il faut vouloir le voir parce que c'est 1 million de morts en plus
de tous les gens qui meurent de manière naturelle. La manière naturelle étant, elle aussi, souvent le cancer. Enfin, naturel, ça peut être dû à tout un tas de dominations par ailleurs, mais donc du coup, imaginons qu'on rajoute 1 million de morts, si c'est dilué sur un certain temps, par exemple sur 20 ans, et sur 100 millions ou 200 millions d'habitants, voire plus, vu que là c'est à l'échelle de la planète, est-ce qu'on veut les voir ou est-ce qu'on veut pas les voir? Si on veut pas les voir, eh ben on les voit pas. Oui. Alors je pense aussi à ce qui se passe maintenant à Fukushima, qui semble être le même, la même chose qu'à Tchernobyl. On se retrouve face à des situations où il y a des gamins qui jouent dans des cours d'école avec de la terre contaminée, qui boivent du lait contaminé, qui mangent du riz contaminé. Voilà, bon, on est un peu dans la même situation. Alors je voulais aussi te demander, parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place en France qui s'appelle le CODIRPA. Alors le CODIRPA, c'est le comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle. Ça a été mis en place par l'autorité de sûreté nucléaire. Alors, post-accidentelle d'une situation d'urgence radiologique. Faut bien dire urgence radiologique. On ne parle pas catastrophe nucléaire ou accident. C'est non, surtout pas. Radiologique. Surtout pas. Donc, ça veut dire que en fait, on a. Alors, j'ai regardé, il y a effectivement, donc il y a mise en place de 9 groupes de travail qui portent sur la vie dans les territoires ruraux contaminés, le suivi sanitaire des populations, la gestion des déchets, produits contaminés, terres contaminées. Donc, en fait, ça veut dire qu'en France, les autorités reconnaissent que on peut avoir une catastrophe du type Tchernobyl ou Fukushima. Si on prévoit déjà comment on va faire pour ou moissonner le blé ou plutôt l'incorporer dans la terre. C'est très précis, c'est horriblement cynique, non? Donc le CODIRPA, c'est vraiment guide, c'est marqué guide d'aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d'accident nucléaire. Alors troupeaux laitiers, troupeaux allaitants, élevage de porcs, volailles, veaux, culture en plein champ, prairies, culture sous abri, vignobles, vergers, information générale sur le nucléaire, etc. Donc c'est un guide, il y a 4 petits guides, des précis à l'usage des agriculteurs, des viticulteurs, pour voir comment on fait une fois que l'accident a eu lieu, que le territoire est durablement contaminé. C'est-à-dire que maintenant, les études ne portent plus sur la sûreté des réacteurs, mais quelque part sur la certitude qu'un jour il peut y avoir un accident. Alors la certitude voilà, on cherche plus à. Il y a eu une propagande terrible sur le nucléaire. Donc l'électronucléarisation massive de la France a été imposée, ou lancée suite au premier choc pétrolier. Et à ce moment-là, on disait un réacteur ne peut pas exploser. C'était carrément dit tel que ils faisaient du baratin sur les réacteurs sont stables. C'est-à-dire par exemple dans les réacteurs qu'on a chez nous, qui sont des réacteurs des PWR, donc à eau sous pression, l'eau sert en même temps à refroidir et de modérateur pour les neutrons, c'est-à-dire à entretenir la réaction nucléaire. Et on disait, s'il y a perte du refroidissement, il n'y a plus le modérateur et la réaction nucléaire va s'arrêter. Donc en fait, on disait à l'époque, les responsables disaient, il peut pas y avoir d'accident grave parce que si, par exemple, si on perd l'eau, ce qui s'est passé à Fukushima, on peut plus refroidir, mais la réaction elle s'arrête toute seule et il se passe rien. En gros, c'est ça qui disait. Donc on est passé l'accident est impossible à dans les années 80 et surtout après Tchernobyl, Tchernobyl, finalement c'est possible. C'était un mauvais réacteur, c'était un truc soviétique, ça peut pas arriver chez nous. Chez nous, c'est sûr, c'est fiable. Et maintenant, on est dans une espèce de troisième phase, c'est quand la catastrophe va arriver, suite aux études Core, SAGE, Parex, Ethos et tout, on s'est rendu compte qu'en fait la vie en territoire contaminé est pas si désagréable que ça. Pas de problème. Donc, CODIRPA, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va nous appliquer la même chose que ce qui s'est passé après Tchernobyl, c'est-à-dire les populations ne seront pas évacuées et il va falloir vivre avec. Et c'est ce qui se passe au Japon maintenant. Les gens sont maintenus dans les zones contaminées. On élève la dose pour les écoliers. Les écoliers sont munis d'un petit détecteur pour vérifier ce qu'ils ont encaissé comme dose tous les jours. La dose autorisée pour les écoliers, c'est la dose qui était autorisée pour les travailleurs du nucléaire.
C'est-à-dire qu'on va donner, les enfants vont pouvoir recevoir la dose annuelle que recevait un travailleur du nucléaire. Un travailleur du nucléaire, c'est quand même très différent. Oui, non, mais c'est totalement scandaleux. Enfin, et là, on parle même pas de la nourriture, on parle pas de tout ce qui va se produire à long terme et sur le cumul de toutes ces doses, quoi. Parce que c'est ça aussi. Enfin, Ce qui va se produire à long terme, bon, il y avait des responsables biélorusses qui disaient, pour l'instant, on peut encore analyser ce qui se passe, c'est-à-dire on peut encore mesurer la radioactivité, on peut encore prendre des décisions. Mais il y a un certain nombre de gens en Biélorussie qui ont dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans une ou dans 2 générations? Est-ce qu'on aura encore des gens qui pourront administrer les territoires? Parce qu'il y a les maladies, il y a tout ça, mais il y a aussi, par exemple, en Biélorussie, les enfants n'arrivent plus à suivre en cours, il y a une baisse de QI, il y a une baisse de la capacité d'attention, et ils sont en Biélorussie, ils pensent que d'ici quelques générations, là on est à la 2e génération, c'est-à-dire que les gens qui étaient enfants en 1986 commencent à avoir eux-mêmes des enfants, et quand ces enfants-là en auront d'autres, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il restera des gens assez compétents pour être docteur, être responsable d'usine? Ils se demandent même s'il en restera et comment ça va se passer. Pour finir sur une note abominablement cynique, dans le programme CORE, il y a un petit passage qui dit, s'appuyant sur l'expérience du projet ethos comme éthique, hein, le programme CORE favorisera le développement et la transmission intergénérationnelle d'une culture radiologique pratique au cœur de la vie quotidienne des habitants des territoires contaminés. Il comprendra également des projets concernant la mémoire et sa transmission intergénérationnelle et internationale. Et ben moi, ça me file les jetons. Voilà. Mathias, je te remercie. On a dépassé notre temps imparti. On reprendra la discussion une autre fois, si tu veux bien. Merci. Allô? Oui? Je peux rajouter quand même un truc, là, ce que tu viens de dire sur la transmission de la mémoire, c'est tellement scandaleux. Comment les enfants peuvent oublier de Tchernobyl alors qu'ils sont en permanence malades, alors qu'ils n'arrivent pas à suivre en cours, qu'ils ont des leucémies, qu'il y a des enfants qui sont cardiaques à 6, 7, 8 ans. Mais comment peuvent-ils oublier? C'est tellement scandaleux. Oui, c'est proprement scandaleux. Voilà, donc c'est hurler de pouvoir dire ça, c'est dingue. C'est ce qui nous attend. Donc voilà. Arrêt immédiat de la production électronucléaire. Voilà. Bon. Merci Mathias. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Est-ce que Radio Galère nous permet de dépasser de 5-10 minutes? 5. Étienne, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour Isabelle, tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous faire ta petite chronique décalée, ton bêtisier de fin d'année, puisqu'il paraît que ça se fait sur tous les médias, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas ici. Tu peux nous faire ça en 5 minutes? Si vite, tu veux dire? Bah écoute, oui, je vais essayer. En plus, je suis pas très éloigné de tout ce que tu as raconté. Voilà, vas-y. Ma chronique va parler de toutes les affirmations des scientifiques ultra diplômés sur tous les bienfaits du nucléaire et des zones et de comment les gens vivent la radioactivité et tout ça. Donc je me lance. Bah oui. Alors voilà, aujourd'hui je viens rendre hommage au remarquable dossier du Canard enchaîné consacré au nucléaire. Je ne sais pas s'il est encore en vente, mais c'était celui de l'automne. Au milieu de ces pages extrêmement inquiétantes, quelques perles sont à mourir de rire si on oublie qu'elles ont été et sont toujours les bases d'une propagande éhontée. Voici donc un petit bêtisier de l'horreur, extrait, je le rappelle, des dossiers du Canard enchaîné intitulé Nucléaire, c'est par où la sortie, auquel j'ai ajouté mes propres trouvailles. En 1950, Frédéric Joliot-Curie proposait de faire éclater des bombes à haute altitude. D'énormes nuages de vapeur d'eau seraient formés qui pourraient modifier les climats et protéger le Soleil de vastes étendues. Chouette, ça s'appelle l'hiver nucléaire. Rien de tel qu'une ère glaciaire contre le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, faute d'un soleil naturel, l'atome peut nous en fournir un autre à volonté. Le professeur Jean Thibault de l'Académie des sciences de Lyon nous affirmait que grâce au nucléaire, l'agriculture ne, j'ouvre les guillemets, demandera même plus rien au soleil, si capricieux le soleil. L'énergie atomique nous donnera à si bas prix un rayonnement bien plus intense que celui du soleil et il sera superflu d'attendre une récolte pour la recueillir.
Je n'invente rien. Tout le monde connaît maintenant l'inénarrable nuage de Tchernobyl bloqué à la frontière et ce cher professeur Pellerin qui affirmait quand même, 30 ans après Nagasaki, que, je le cite, « le plutonium n'a jamais tué personne ». Maurice Rosen, directeur de la sûreté nucléaire à l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré à propos de Tchernobyl, et comme on vient d'en parler, ça tombe bien, donc ce cher directeur de la sûreté nucléaire a déclaré que même s'il y avait un accident de ce type tous les ans, je considérerais le nucléaire comme une source d'énergie intéressante. Ben voyons. Les Russes, pour rassurer les populations après la catastrophe, ont affirmé sérieusement: comment voulez-vous qu'une centrale nucléaire construite par le peuple et pour le peuple puisse se retourner contre le peuple? Et le scientifique Dimitri Popov de préciser que la population locale n'a besoin d'aucun soin particulier, si ce n'est d'une psychothérapie. Encore la même chose. C'est aussi ce qu'annonce sur la BBC David Spiegelhalter, professeur à Cambridge. La plus grande partie des dégâts produits par les radiations nucléaires sur la santé est de nature psychologique. On en parlait. Il affirme sans rire, dans un article publié cette année, que, je cite, 87 000 survivants de Hiroshima et Nagasaki ont été suivis pour leur vie entière. Avant 1992, plus de 40 000 étaient morts. Mais il a été évalué que seulement 690 de ces morts étaient dus aux radiations. De nouveau, les effets psychologiques étaient majeurs. Tous les autres, je sais pas, ils sont morts de peur. Ou vous fermez les guillemets. Mais pour bien apprécier cette bouffonnerie, je précise que le National Academy of Sciences of America a dénombré 334 types de cancers et 231 sortes de leucémie entre 1947 et 1997, provoquant 140 000 morts parmi les survivants d'Hiroshima. Et petite parenthèse que je rajoute, je rappelle effectivement qu'Hiroshima, il y a quand même relativement peu de radiation par rapport à Tchernobyl ou Fukushima. Mais je continue mon histoire. Et le professeur Folding d'ajouter: une radiographie sur l'ensemble de votre cas peut vous livrer à une quantité de radiation équivalente à être à 2,5 km du centre de l'explosion de Hiroshima. Waouh, je n'imaginais pas les radios aussi dangereuses. Le pire, c'est que ce genre de tragique loufoquerie a des émules. La très conservatrice et très médiatique américaine Ann Coulter, auteure de nombreux best-sellers, répand la rumeur que beaucoup de scientifiques ont étudié les effets des radiations et constaté qu'à haute dose, la radiation nucléaire est bonne pour la santé et réduit le risque de cancer. Bah tiens. En tout cas, en France, on risque de moins en moins rien. Si, Dominique Minière, directeur adjoint à EDF, vient de nous annoncer que plus nos centrales prennent de l'âge, plus elles sont sûres. Alors déjà qu'en 1975, le prix Nobel Louis Néel nous présentait l'énergie atomique de beaucoup la plus propre, la moins polluante et la moins dangereuse de toutes. Vous voyez bien. Notre gouvernement nous assène que c'est une source d'énergie irremplaçable et qu'il n'y a pas d'alternative au nucléaire aujourd'hui. Comment font les autres pays qui n'en produisent pas? On se le demande. De toute façon, comme disait récemment Claude Allègre, vous n'allez tout de même pas demander l'avis de la population française sur un sujet aussi pointu que le nucléaire. Fiez-vous donc aux spécialistes, comme le physicien atomiste Boris Pregel, président du Conseil de l'Académie des sciences de New York, qui était sûr en 1961 que les villes du futur ne seraient plus bêtement construites autour des axes routiers, des fleuves ou des ports, mais autour des réacteurs atomiques, qui nous apporteraient tous les bienfaits possibles. Je cite. Autour de ces réacteurs, on peut mettre des ouvriers qui pourront travailler et vivre là-bas avec leur famille. La vie deviendra possible dans ces agglomérations parce qu'on pourra les faire vastes et possibles à vivre. Les villes, telles qu'elles sont aujourd'hui, qui sont des cancers sur le corps de la nation, doivent être décentralisées d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est le meilleur moyen. Vraiment, il n'y a pas lieu de douter, la sécurité des piles atomiques est telle qu'il n'y a pas de danger. Voilà, toujours pareil, ayez confiance, braves gens. Vous n'allez tout de même pas penser que l'American Journal of Clinical Medicine est une revue fantaisiste. Eh bien, elle nous promettait pourtant en 1930 que, j'ouvre les guillemets, la radioactivité met à l'abri de la démence, fait surgir de nobles émotions, retarde le vieillissement et assure une existence où la jeunesse est permanente et joyeuse. Non, je vous jure, je n'invente rien.
Bon, merci Étienne de finir sur une note joyeuse. Bon, on se voit l'année prochaine, puisqu'on avait dit que de toute façon on ferait cette émission Radio Galère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réacteurs en marche en France. Donc, je pense pas que d'ici le 1er janvier, quelque chose va se passer d'invraisemblable. À part, et non, je ne le souhaite pas, une catastrophe. Donc, prochaine émission Radio Galère, 14h, le 10 janvier. Et vous pouvez nous joindre sur collectif-antinucléaire13@orange.fr. Bonne année, enfin bonne fin d'année. Merci. Oui, bonne année, au revoir. Merci Joachim en régie.